Voilà, nous allons pouvoir commencer. Et je vais donc laisser la parole à Sarah Perrier, responsable du label Financel. Bonjour à tous et merci Camille. Bonjour à tous. Donc moi je vais commencer par vous présenter l'association FAIR et le label Finansol dans sa globalité. Donc certains d'entre vous nous connaissent déjà. Donc l'association FAIR est le collectif des acteurs de la finance à impact social qui rassemble aujourd'hui plus de 130 adhérents, majoritairement des banques, des assureurs, des sociétés de gestion et des entreprises solidaires. Et cette association est née de la fusion en 2021 de l'association Finansol, qui est l'acteur historique de la finance solidaire, et de l'Impact Invest Lab, donc qui était le laboratoire d'innovation de l'impact et qui a notamment expérimenté les premiers contrats impact en France dès 2016. Et donc l'association FAIR, qui est une association d'intérêt général, est propriétaire du label Finansol qui, lui, a été créé en 1997, soit 2 ans après la création de l'association Finansol. Donc, l'ambition du label Finansol est d'être réellement une boussole pour les épargnants qui souhaitent donner du sens à leur épargne. Et donc, ce label Finansol garantie est un gage de confiance qui facilite et qui garantit le choix de l'épargnant. Ça permet à la fois aux épargnants de s'assurer que leur épargne contribue réellement au financement d'activités à fort impact social et environnemental, et d'attester également de l'engagement de l'intermédiaire financier, donc la société de gestion, la banque ou le financeur ou l'entreprise sociale, de donner une information fiable sur le produit labellisé et les activités soutenues. Le label Finansol est attribué par le comité du label, qui est indépendant de l'association. Ses membres sont bénévoles et ce label est régi par un règlement du label qui est publié sur le site internet de FAIR et que vous trouverez donc sur le lien qui apparaît à droite de l'écran. Nous avons décidé de faire évoluer le label Finansol vers l'impact social dès 2021. Pour notamment s'adapter aux nouvelles formes d'impact social et aux innovations du secteur dans le périmètre de la finance à impact social. Donc, nous avons intégré de façon plus formalisée et plus exigeante les critères de l'investissement à impact social. Donc, aujourd'hui, pour ce webinaire qui est à destination plutôt des produits, des titres d'entreprise à impact social, nous avons formalisé l'intentionnalité et la mesure de l'impact dans à la fois le règlement du label, mais également les outils, les dossiers de candidature au label. Et nous avons également adapté des standards méthodologiques internationaux, dont les Operating Principles for Impact Management, donc portés par la Banque mondiale, ou les objectifs de développement durable, donc qu'on appelle ODD, des Nations Unies, pour justement les adapter au référentiel du label. Donc tout ça est bien nouveau et ces 2 points vont être développés par Camille et Antoine avec des illustrations voilà, pour que vous compreniez bien ces évolutions. Et on a décidé évidemment de garder donc les fondamentaux du label Finansol, donc la transparence de l'information entre l'épargnant et l'entreprise soutenue et l'utilité sociale des entreprises financées. Peut-être pour aller un peu plus en détail dans la définition d'une activité à impact social, donc dans l'article 4 du règlement du label, aujourd'hui, en tant qu'entreprise à impact social, vous devez répondre à cette définition qui a été largement travaillée par le comité du label et également l'association FAIR. Donc, pour en venir à cette définition qui est de dire qu'une activité à impact social doit cibler des personnes, en particulier les personnes les plus fragilisées, dont les besoins fondamentaux sont peu ou mal satisfaits, ou cibler des territoires avec pour objectif le renforcement du lien social et de la cohésion territoriale. Donc ça, c'est un peu les deux grands points de cette définition. Et ensuite, l'entreprise à impact social doit avoir une intention forte de générer un impact social et environnemental, et que cette intention soit au cœur de son modèle économique et soit clairement définie. Donc ça, c'est le 3e volet.
Ensuite, sa valeur économique et financière doit être équitablement constituée et répartie entre les parties prenantes. Donc là, c'est par exemple les statuts ESS de l'entreprise ou l'obtention de l'agrément ESUS notamment. Et enfin, que son impact social et environnemental fasse l'objet d'une évaluation et d'un suivi. Et c'est là que réside vraiment la nouveauté dans ce règlement du label, puisque au-delà de prouver, de montrer l'intention d'avoir un impact fort, l'entreprise doit maintenant faire la preuve de cet impact et donc doit mettre en place une évaluation et un suivi de cet impact. Maintenant, pour connaître les conditions d'éligibilité au label Finansol pour les titres d'entreprise à impact social, vous en avez 3 qui sont détaillés ici. Donc, la première condition, c'est que la structure qui gère le produit doit tout d'abord adhérer à l'association FAIR pour ensuite demander une labellisation auprès du comité du label Finansol. Donc ça, c'est la première étape préalable à la labellisation. Ensuite, le produit doit respecter les critères développés donc ci-dessous. Donc 2 critères principaux pour les titres d'entreprise. Donc le critère d'impact social et environnemental. Donc le produit doit répondre à la définition des activités à impact social qui ont été précisées dans la slide précédente. Et la ressource collectée par le produit doit être consacrée à 100% à ces activités à impact social. C'est-à-dire qu'une entreprise qui fait labelliser ses parts de capital ou ses parts sociales doit avoir une activité à impact social, intégralement à impact social, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas avoir 80% d'impact et 20% d'activité classique. Donc ça, c'est le premier critère, le critère d'impact social et environnemental. Et ensuite, vous avez le critère de transparence. Donc là, la structure qui gère le produit doit informer régulièrement le souscripteur de son épargne, donc des informations financières de son épargne, mais également du caractère social et environnemental du produit à l'aide notamment de différents supports de communication, de newsletters, de rapports de gestion, etc. Et nous, on va regarder à ce que ce critère soit bien respecté. Et enfin, le produit, et ce qui est nouveau aussi, c'est que le produit doit répondre à la définition de l'investissement à impact social pour les entreprises sociales. Donc, l'intentionnalité ou la stratégie d'impact du produit doit être clairement définie. Et ensuite, la mesure de l'impact social doit être effective. Et donc, c'est là où l'entreprise doit prouver finalement l'impact qu'elle a finalement énoncé dans son intentionnalité. Voilà, je vais laisser la parole à Camille pour illustrer plus précisément l'ensemble de ces critères. Merci Sarah. Nous allons effectivement pouvoir rentrer maintenant un peu plus en détail sur les critères du label Finansol pour les titres d'entreprise à impact social. Donc, nous avons fait évoluer le label Finansol en nous basant sur des cadres de référence au niveau français et international. Donc, nous avons tout d'abord décidé de construire notre référentiel d'analyse en nous basant sur les principes OPIM, donc Operating Principles for Impact Management, qui sont portés par la Banque mondiale. Et nous avons adopté ces principes au label et enfin au titre d'entreprise d'impact social dans le cadre plus spécifique de ce dossier. Nous nous sommes également basés sur les indicateurs cerises pour la sélection des 17 objectifs de développement durable qui ont été adoptés par l'ONU et pour les sous-cibles qui ont été adaptés aux entreprises sociales. Et enfin, donc, nous avons mis en place ce nouveau référentiel pour suivre les grands principes de l'investissement à impact, ainsi que la charte de la finance à impact social de FAIR, puisque chaque structure adhérente doit signer cette charte et donc être en accord avec cette définition. Donc, les outils de l'association FAIR ont pu être mis en accord avec les outils d'analyse du label Finansol.
Ici, vous voyez une vue d'ensemble du nouveau dossier de candidature au label Finansol pour les titres d'entreprise à impact social. Donc, nous avons établi 5 grands principes qui ont été répertoriés dans 4 grandes parties, qui sont les différents onglets que vous voyez sur la slide. Ces principes, ils sont déclinés ensuite dans le dossier en indicateurs objectivables qui vont suivre un peu le cycle de vie des titres d'entreprise à impact social, donc de l'intention stratégique à la mesure de l'impact, en passant par le modèle économique. Et l'idée, c'est de garantir tout au long la transparence de l'information qui est transmise aux parties prenantes. On va maintenant pouvoir rentrer plus en détail sur les différents onglets. Et puis, Antoine Anctil de Solifab sera présent pour illustrer et préciser la façon dont on peut répondre à ces différentes questions. Donc, nous allons commencer avec donc, le premier onglet, qui est celui de l'intention stratégique, puisque comme le disait Sarah, l'intentionnalité ou la stratégie d'impact du produit doit être clairement définie. Cette intention stratégique, c'est un petit peu la promesse qui est faite aux souscripteurs. Donc, ce qu'on va demander, c'est que des objectifs d'impact soient définis en cohérence avec la stratégie d'investissement du produit candidat. On va donc notamment poser des questions sur la thèse d'impact, si cette dernière a été formalisée, à quels problèmes sociaux, environnementaux ou sociétaux le produit tente de répondre. Est-ce qu'il y a un ciblage des bénéficiaires qui est effectué? Donc, est-ce que vous ciblez des personnes en situation d'exclusion ou des zones où les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits? Et donc, quelle offre de biens et services vous avez pu mettre en place pour répondre aux problèmes sociaux et sociétaux envisagés précédemment? On fait aussi référence aux objectifs de développement durable et donc on vous demande à quels objectifs de développement durable la stratégie d'investissement fait-elle référence? Je vais laisser Antoine Anctil préciser ses réponses pour Solifap et pour les actions de mon côté de Solifap. Merci Camille. Bon. Alors effectivement, on a travaillé sur ce nouveau référentiel. On a essayé de l'appliquer à nous-mêmes. On vous entend de très très loin. Je ne sais pas si c'est que Vous moi. m'entendez là? Et là. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu mieux. Vous m'entendez mieux? Oui. Ok. Donc on a essayé de s'appliquer à nous-mêmes ces nouveaux critères, donc avec ces 4 catégories là, la thèse d'impact. Donc là, on est simplement dans la manière de matérialiser ce qui est notre mission sociale. Donc nous, dans nos statuts, on a l'ambition de lutter contre le mal logement et toute notre activité est tournée vers cet objectif. Donc avec cette lutte, elle s'incarne dans la production de logements à un coût abordable, de logements qui sont durables et confortables. On cible les bénéficiaires donc, qui sont les plus exclus du logement, donc que ce soit pour des raisons financières ou pour des raisons qui s'ajoutent à celles-ci, qui peuvent être liées à des maladies, un handicap, qui peuvent être liées au fait qu'ils soient sans papier, qui peuvent être liées aux violences qu'ils subissent. Et donc, pour mener cette mission, on met en place des outils de financement, différents outils de financement de prêt et de portage foncier, donc c'est-à-dire qu'on se porte acquéreur de biens à la place des partenaires qui vont ensuite les gérer et accueillir les locataires pour diminuer leurs charges financières et permettre des projets qui n'auraient pas pu se faire par manque de fonds propres ou par difficulté d'accès à la dette bancaire, etc. Et puis dans notre logique d'accompagner la structuration de ces acteurs, on a aussi des prestations de conseil et d'accompagnement. Et on s'inscrit dans 4
objectifs de développement durable, donc, et notamment les sous-objectifs 10.2, 11.1, 11.3 et 13.1. Donc avec la question de l'autonomie des personnes, la question d'assurer l'accès de tous au logement, et puis les questions qui sont plutôt, on va dire, qui découlent de notre mission, c'est-à-dire les sous-objectifs 11.3 et 13.1 de réduction de l'impact environnemental des villes et puis de la résilience et d'adaptation au changement climatique qui sont une manière, enfin, qui sont pour nous une conséquence à prendre en compte dans la manière dont on va mener notre mission sociale, donc avec des rénovations systématiques et donc une optimisation notamment sur la question énergétique. Très bien. Merci Antoine. On va maintenant passer à ce deuxième onglet de la grille de candidature au label Finansol pour les titres d'entreprise. Cet onglet, il fait référence, lui, à deux principes que vous voyez ici. Donc, on va commencer par le premier. Les activités sont menées de manière à maximiser l'impact social. Les questions qu'on va poser ici sont en lien avec le modèle économique, donc la description du modèle, de la répartition de la valeur économique et financière entre les parties prenantes et des perspectives de développement. Également sur les agréments, donc quels sont les agréments obtenus? Est-ce que la structure obtient l'agrément ESUS? Est-ce qu'elle est adhérente également de réseaux professionnels? Je précise ici quelque chose qui n'a pas été, qu'on n'a pas précisé par ailleurs, mais il faut savoir que le comité du label se base sur une méthode de faisceau d'indices. Donc l'objectif, c'est d'avoir le maximum d'informations pour pouvoir prendre une décision pertinente. Les dossiers peuvent parfois sembler un peu conséquents. Il faut savoir que il y a certaines questions qui peuvent être entre guillemets rédhibitoires. Ce n'est pas la totalité des questions. Voilà, je pense que c'est un point important à préciser. Revenons donc sur cette partie modèle économique. On a aussi une question sur l'importance de l'utilité sociale, à quel point l'utilité sociale, l'intentionnalité est au cœur du modèle économique de la structure. Également sur les pratiques de gouvernance et comment ces dernières, les parties prenantes sont intégrées aux pratiques de gouvernance. Et on a également développé des questions complémentaires selon l'activité, donc afin que le comité du label puisse disposer du maximum d'informations nécessaires à une bonne prise de décision. Des questions donc complémentaires ont été ajoutées. Les secteurs d'activité actuellement concernés dépendent des thématiques qu'on rencontre les plus parmi nos structures adhérentes et nos produits labellisés. Et donc à ce stade, des questions complémentaires n'ont été insérées que pour les acteurs de l'immobilier d'habitation, de l'immobilier commercial, du secteur agricole ou des énergies renouvelables. Voilà. Ensuite, au sein de cet onglet, on a aussi un autre principe qui est le principe 3, qui s'intitule « Les externalités négatives de l'activité sont identifiées, surveillées et gérées ». Donc, les externalités négatives, ce sont les effets collatéraux non intentionnels d'une activité économique. Et donc, dans le cadre ici des externalités négatives, ces derniers sont plutôt néfastes pour la société. On prend en général cet exemple de la génération d'émissions de CO2 pour les externalités négatives. Donc, pour chaque investissement, on va demander à ce que le produit candidat il identifie les externalités potentiellement négatives de son activité et il essaye de prévenir les risques environnementaux, sociaux ou de gouvernance, ou si l'évitement n'est pas possible, de les atténuer ou de les gérer. Et je vais laisser Antoine compléter sur cette partie-là. Oui, alors du coup, sur le modèle économique, donc là aussi, enfin, et c'est pour ça que la question des agréments sont dans cette partie modèle économique, c'est le fait d'avoir un modèle économique tourné vers l'impact, donc on l'a dit à 100%,
Et donc ça fait partie aussi des statuts ESS qui sont analysés dans le cadre de l'agrément ESUS. Donc pour nous, l'impact de notre activité donc très sociale sur notre modèle économique, c'est lié à un encadrement des loyers qui ne peuvent pas être supérieurs à 7 € du mètre carré en moyenne sur les logements très sociaux qu'on va financer. Et donc, ce qui induit une rentabilité très faible de nos investissements locatifs. La plupart des biens qu'on achète font l'objet d'une rénovation, d'une réhabilitation. Et donc là, on a des externalités négatives de cette activité, notamment la consommation d'eau et de matériaux, la consommation aussi d'énergie, un impact sur la santé des ouvriers. Et donc là, on travaille sur cette question pour essayer de mesurer enfin, ces externalités et puis d'essayer de mettre en place différents moyens de les limiter au maximum. Donc ça peut être là, on est en train de mettre en place un cahier de prescriptions techniques pour favoriser l'utilisation d'un certain type de matériaux. On va travailler sur le recyclage. On travaille sur la consommation d'eau, par exemple, sur des standards qui permettent d'économiser l'eau. Et puis, comme on est un outil à destination des porteurs de projets, des partenaires, on travaille à la mise en place d'outils spécifiques d'accompagnement des partenaires pour identifier ces sujets dans leur activité et les traiter au mieux. Voilà. Et on a donc dans cet objectif de réhabilitation l'objectif d'une diminution de 65% de la consommation énergétique minimum. Donc voilà, c'est un moyen d'agir sur ces externalités négatives. Là-dessus, c'est vraiment intéressant d'y réfléchir, en fait, de réfléchir aux impacts indirects, qui soient positifs ou négatifs, de notre activité, qui sont en dehors, on va dire, de notre mission sociale, mais qui en sont des conséquences. Et c'était quelque chose qui n'était pas du tout pris en compte, en fait, dans notre activité jusqu'à il y a encore 1 ou 2 ans. Et on voit bien que on ne peut pas être dans une ambition d'impact et laisser de côté des sujets qui vont être finalement contre-productifs avec notre ambition d'impact. Merci, merci Antoine. On va maintenant passer à l'avant-dernier onglet de cette grille de candidature qui traite, lui, de la question de la mesure d'impact. Donc, effectivement, comme Sarah le précisait en début de webinaire, et un petit peu le point sur lequel on a particulièrement fait évoluer le règlement du label, puisqu'on demande que la mesure de l'impact du produit soit effective. Cette mesure, elle doit se trouver, enfin, cette mesure de résultat doit se trouver en lien avec l'intention qui avait été préalablement établie, donc au niveau du critère, enfin, de l'onglet 1. Ce qu'on demande ici, ce sont donc l'état des lieux de la mesure d'impact, donc si une collecte d'informations est effectuée et si une allocation de moyens est effectuée en ce sens également. Si vous avez des résultats déjà à nous transmettre. Cette partie donc, présente des indicateurs libres. Donc les structures candidates ont la possibilité de remplir leurs propres indicateurs. Enfin, on a donc des questions sur l'exploitation de la mesure d'impact. Donc, est-ce que cette dernière va être reportée aux instances de gouvernance? Est-ce que
l'intention d'impact, l'impact prévu et l'impact réellement réalisé et mesuré et comparé. Est-ce que des actions correctives vont être mises en place si l'impact prévu n'est pas atteint, et également des questions sur la publication et la vérification de la mesure d'impact. Donc, est-ce que cette dernière est publiée, par exemple sur le site internet de la structure? Est-ce qu'elle est vérifiée par un auditeur externe? Voilà un petit peu les grands indicateurs que compose cet onglet. Et je vais laisser Antoine préciser pour les actions de côté de Solifab. Alors nous, la question de la mesure d'impact, on est en plein dans un moment où on est en train de retravailler sur la manière de faire. Jusqu'à maintenant, on avait un certain nombre d'indicateurs qu'on collectait auprès des structures qu'on accompagne avec des données sur les locataires, par exemple, leur niveau de richesse, le nombre de personnes, pour pouvoir faire des analyses entre le nombre de personnes et la surface, entre les loyers pratiqués dans nos immeubles, dans nos logements et dans les rues proches pour pouvoir mesurer des différences. Là, on a voulu aller plus loin cette année en enquêtant auprès des locataires sur la manière dont l'accès à ce logement avait engendré des conséquences en termes de réinsertion sociale, réinsertion professionnelle, etc. Et puis, on a donc cette ambition d'aider à mieux loger des mal logés. Et puis, pour mener cette mission à bien, on a aussi l'ambition de renforcer les acteurs du secteur, donc que ce soit par nos outils financiers ou par notre accompagnement. Et du coup, on a voulu mesurer aussi cette question de quel est l'impact de notre accompagnement sur les structures en termes de croissance d'activité, de structuration, de professionnalisation, l'effet de levier. On a donc élaboré avec un cabinet externe des indicateurs pour mesurer ça. On a mis en place des enquêtes et donc là, on va recevoir notre rapport d'analyse à l'automne. Et à la suite de ça, on va vraiment en faire un outil de pilotage de l'impact pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fonctionne un peu comme le comité du label avec un faisceau d'indices, on va dire, sur les projets qu'on va soutenir, les projets de logement. Mais sans s'appuyer sur des critères qui sont très structurés. Mais on va essayer par un sentiment général autour du projet social du logement et puis une analyse la plus conséquente d'un point de vue économique, se dire est-ce que c'est un bon investissement qu'on va faire ou pas. Là, on va essayer de renforcer la dimension de l'analyse extra-financière pour être capable de se donner des objectifs d'impact sur ce projet-là en disant, voilà, ce projet-là qui est dédié aux personnes qui ont des troubles du spectre autistique et qui vise à les autonomiser, à leur permettre de vivre dans un logement de manière autonome, ben, on va mettre en place des indicateurs pour mesurer ça. Est-ce que dans 3 ans, 5 ans, on est capable de mesurer l'impact de ce projet sur ces personnes? Voilà. Merci beaucoup. C'était très clair. On va maintenant passer donc au dernier onglet de cette grille de candidature, qui est la question donc de la transparence, qui est un des critères principaux
du règlement du label Finansol, qui se compose d'un principe, donc qui est le produit candidat met à disposition de ses parties prenantes ses pratiques et résultats conformément aux critères de transparence du règlement du label Finansol. Donc, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait accès à une information transparente et complète pour le souscripteur. Cette information, elle peut être sur plusieurs aspects. Donc, ça peut être notamment des informations générales. Donc, on va demander si la structure publie sur son site internet ses rapports d'activité, ses rapports de gestion. Est-ce que la transparence de l'information est inscrite dans les documents officiels de la structure, que ce soit les statuts, le règlement, etc. L'impact social également est particulièrement important. Est-ce que la structure présente de manière claire et complète son caractère à impact social aux souscripteurs? Une troisième dimension de la transparence est celle des frais. Est-ce que les frais de souscription sont indiqués dans la présentation du produit, que ce soit dans les documents contractuels ou sur le site internet? Et enfin, un dernier aspect va traiter autour des données financières. Et là, ce qu'on va regarder, c'est plutôt si la structure met à disposition des souscripteurs des informations sur les aspects financiers du produit, que ce soit le rendement, le risque encouru, etc. Mais également si elle met à disposition des souscripteurs des informations sur sa santé financière à elle-même. Et pour finir, donc, je vais demander à Antoine également, avant de passer à la session de questions, d'illustrer sur cet onglet de la transparence. Oui, donc sur la transparence, ça fait partie effectivement des critères du label, ça fait partie aussi voilà, de la manière dont on pense qu'on doit traiter nos actionnaires aussi, et donc on essaie de leur donner, dans la mesure du possible, des informations régulières sur notamment les projets soutenus. On publie chaque année les données financières et les données d'impact dans un rapport d'activité et à l'Assemblée générale. On essaie aussi on a travaillé sur notre document d'information synthétique pour entrer vraiment dans le détail de l'ensemble des sujets et notamment des risques. Et puis, voilà, on a des newsletters où on parle à la fois des projets qu'on soutient, des raisons pour lesquelles on les soutient, des résultats, mais aussi de la santé économique de l'entreprise et des questions autour du contexte, notamment aujourd'hui dans l'immobilier où le contexte est un peu compliqué. C'est important de pouvoir donner des informations claires aux actionnaires. Je pense qu'on essaie aussi d'être transparent sur les limites de notre modèle, les limites de nos outils aussi. Voilà, enfin, on a produit cette année 69 logements. Il y a 4 millions de mal logés, donc il ne faut pas non plus se présenter comme un acteur qui va changer radicalement les choses. C'est important que les gens soient informés de la mesure, enfin, la mesure avec laquelle on mène notre mission. Je pense qu'il est aussi important, et ce ne sera pas retenu contre vous, je pense, par le comité, de préciser quelles sont les limites dans l'évaluation d'impact, notamment. On sait que c'est très difficile, notamment pour des acteurs comme nous qui sont des intermédiaires, en fait, de récupérer des données fiabilisées auprès de partenaires pour pouvoir en tirer des enseignements. Donc, je pense qu'il faut, avec humilité, aborder cette question et du coup, le dire en transparence. Voilà. Et puis aussi, sur les outils de pilotage, c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure sur
la manière dont on réalise nos investissements, dont notre comité se positionne, ben, il y a effectivement des limites qu'on essaye de diminuer, mais qui sont présentes. Et je pense que c'est important aussi de le dire. Et c'est l'objectif général d'intégrer cette question de l'évaluation d'impact dans les nouveaux critères du label. C'est bien d'apporter une transparence sur cette question aux actionnaires et pas simplement un exercice de style pour nous ou des obligations réglementaires, mais simplement se dire que à partir du moment où on fait une promesse d'impact, eh ben, il faut qu'on soit en capacité d'apporter la preuve que cet impact, on l'a vraiment, quoi. Merci, merci Antoine. On en a terminé pour cette partie de présentation de cette nouvelle grille, du dossier de candidature avec l'illustration donc, d'Antoine Anctil de Solidfamp, qu'on remercie évidemment. On va pouvoir passer à la session de questions. J'ai vu que certaines questions avaient été posées dans le chat et que certaines avaient été répondues. Donc je vais peut-être te laisser la main, Sarah, si tu vois des questions qui n'ont pas été répondues. Et si vous voulez également poser d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Oui, merci Camille. Alors j'ai l'impression que du coup, on a répondu à la plupart des questions. Alors la première, le support nous sera-t-il adressé? Oui, vous recevrez le support de présentation à la suite du webinaire. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat ou même à brancher votre caméra et nous les poser directement. Il n'y a pas d'autres questions. On va peut-être avancer. Et notamment, vous parlez donc de la façon de rejoindre le collectif FAIRE. Alors, je vois qu'il y a une question qui arrive. Alors, je regarde. Je vous laisse peut-être prendre la parole et puis préciser votre question. Il me semble donc que la question venait de Geoffroy de Mascuro. On peut peut-être avancer, revenir sur la question juste après. Oui, on va effectivement avancer. Donc, pour rejoindre donc, le collectif FAIRE, donc sur la question de savoir comment obtenir le label Finansol. Donc, il faut savoir que l'adhésion à l'association FAIRE est une étape préalable à toute demande de labellisation. Donc, le formulaire, donc il y a d'abord un formulaire d'adhésion qui est à remplir. On vous transmettra le lien. Évidemment. Ce formulaire donc permet de définir un passage en comité des adhésions où la structure donc présente sa structure lors du comité. Ensuite, si le comité valide l'adhésion de la structure, un rendez-vous d'accueil est effectué afin d'orienter la structure donc, dans les activités de l'association et pouvoir recueillir vos besoins spécifiques. Si l'un de vos besoins est notamment de travailler sur une potentielle labellisation, donc nous travaillons ensemble sur un accompagnement à l'obtention du label Finansol avec donc l'équipe label
label dont nous faisons partie avec Sarah. On définit un calendrier de passage en comité. On vous transmet ce dossier de candidature que vous nous avons brièvement présenté aujourd'hui et on vous accompagne dans la complétion de ce dossier candidature. Ensuite, donc vous remettez au moins un mois avant le comité du label ce dossier de candidature complet et le dossier est donc examiné par le comité du label. Donc il y a un comité indépendant de l'association qui se réunit environ 9 fois par an pour notamment statuer sur les nouvelles candidatures, mais également pour contrôler les produits qui ont été labellisés par le passé, puisqu'un audit de renouvellement du label est réalisé chaque année. La décision est donc prise par le comité du label qui attribue le label sous un an, donc sous condition que l'intégralité des critères du règlement soit respectée évidemment. Et chaque année, l'audit de renouvellement est réalisé, comme je vous le disais tout à l'heure, pour reconduire le label aux produits qui ont pu démontrer leur conformité aux critères du règlement du label. Voilà un petit peu pour le procédé en 8 étapes sur l'obtention du label Finansol. Et je vais laisser Sarah développer sur l'offre que FAIRE propose à ses adhérents. Oui, merci Camille. Et donc, au-delà de l'obtention du label Finansol, quand la structure qui gère le produit labellisé adhère à l'association FAIRE, elle peut obtenir et avoir différents services de la part de l'association, donc qui sont répartis selon quatre grands ensembles, donc l'appui au développement, l'outillage, la mise en réseau et la communication. Dans l'appui au développement, vous avez donc l'obtention, l'accompagnement à l'obtention du label Finansol, mais vous avez également les conventions d'affaires. Donc, en tant qu'entreprise sociale, vous pouvez être mis en relation lors d'une journée de convention d'affaires, mis en relation avec des financeurs. Et donc, la prochaine a lieu le 3 octobre et on organise une convention d'affaires par an. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le site de FAIRE. Nous mettons également en place un accompagnement au développement de produits, donc différents produits à impact social solidaire, donc comme la structuration des contrats impact, les fonds 90-10, les unités de compte solidaires. Donc ça, c'était pour l'appui au développement. Nous mettons en place aussi différents types d'outillage, donc des décryptages et des études, des publications, des synthèses, des guides pratiques auxquels les membres de FAIRE peuvent contribuer et valoriser leurs pratiques. Et vous avez également accès à une veille réglementaire et internationale que vous recevez quand vous êtes adhérent à FAIRE et également une newsletter mensuelle sur les actualités phares du secteur de la finance à impact social. Mais vous pouvez également valoriser votre agenda dans cette newsletter pour informer l'ensemble du secteur. Concernant la mise en réseau, donc FAIRE organise différents moments de networking pour justement rencontrer, pour favoriser la rencontre entre ses adhérents. Et FAIRE organise des événements donc de networking, des petits déjeuners thématiques, des tables rondes, des after-work auxquels vous pouvez participer, mais également auxquels vous pouvez devenir intervenant, speaker. Et l'association FAIRE organise des groupes de travail et des partages de pratiques, donc des groupes de travail thématiques ou métiers qui valorisent et favorisent le partage de pratiques entre ses membres. Pour les entreprises à impact social, le groupe de travail le plus récent a travaillé sur l'actionnariat solidaire, donc l'ensemble des adhérents de FAIRE a travaillé à la constitution d'un livrable qui est aujourd'hui publié sur le site de FAIRE et qui s'appelle Actionnariat solidaire et qui va vous permettre de comprendre comment ouvrir son capital au grand public. Et enfin, la communication, l'association FAIRE vous appuie dans la promotion des enjeux de la finance solidaire puisque FAIRE organise chaque année des différents temps forts de communication, notamment la semaine de la finance solidaire et le baromètre de la finance solidaire. Et donc, on invite nos membres à se mobiliser à ces occasions et on les aide à s'outiller, notamment avec un kit de communication clé en main. Et on fait en sorte également de relayer les événements locaux de nos adhérents donc sur notre site internet et dans l'ensemble de nos communications.
Voilà pour l'offre de fer à ses adhérents. N'hésitez pas si vous avez des questions. On pourra y répondre avec plaisir. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez un rôle dans la communication plus grand public et auprès des banques pour promouvoir en fait les fonds solidaires, donc en dehors donc du coup de votre groupe d'adhérents. Je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Oui, alors effectivement, je pense qu'il y a eu un petit souci de connexion au niveau de Sarah Perrier. Alors effectivement, on a un rôle aussi sur la communication auprès du grand public. On a un pôle communication qui travaille à ce sujet et qui travaille notamment au décryptage, la réalisation d'informations et d'infographies qui permettent de décrypter aussi les différents outils de la finance solidaire pour le grand public. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, merci. Et puis c'était aussi auprès des banques, comme elles sont les banques en fait qui proposent donc beaucoup leurs déplacements financiers. Est-ce que du coup les banques sont sensibilisées et connaissent bien en fait tous les fonds d'épargne solidaire? Alors peut-être pour compléter ce que disait Camille, donc on a des groupes bancaires qui ont des produits labellisés, majoritairement des livrets soit de financement, soit de partage. Et donc ces banques-là qui font partie du collectif Oui, je vais prendre la suite. Effectivement, on a un certain nombre de banques qui sont... C'est bon? Oui, merci. Désolée, mon réseau est très mauvais. Donc, on a un certain nombre de banques adhérentes de fer qui ont des produits labellisés, des livrets de partage, des livrets de financement. Mais on a un enjeu au sein de l'association FER d'aller évidemment toucher plus de banques et faire en sorte de mieux faire connaître nos produits, qui eux, vendent en direct et distribuent en direct nos produits aux épargnants. Après, par rapport aux banques, on a aussi beaucoup de banques qui viennent nous voir pour faire labelliser des produits, car à l'inverse, des épargnants leur demandent le label Finansol. Donc, la demande vient du grand public et donc c'est les particuliers qui poussent les banques à venir faire une démarche auprès du label Finansol. J'espère qu'on a question. Oui, merci. Merci à vous. Et s'il n'y a pas de questions complémentaires... Ah, si, il y a effectivement une question. Oui, bonjour Émilie Rucrobert d'Apicop. Moi, je me permets de vous demander, c'est justement par rapport aux accompagnements que vous pouvez faire pour les adhérents, c'est qui est-ce qu'on contacte chez vous? Voilà, juste pratico-pratique. Alors, vous pouvez contacter. Alors, on a une animatrice du réseau qui est en cours de recrutement. Donc, on n'a pas encore d'animation réseau, mais c'est la personne qui va centraliser toutes les demandes justement pour voir comment vous pouvez contribuer au collectif et de quels services vous pouvez bénéficier. Donc, ce sera la personne en charge de ces questions-là. En attendant, vous pouvez très bien contacter soit Camille, soit moi pour obtenir ces informations-là. Ok, ça marche. Merci. Merci à vous. Alors, on a une autre question donc de Ariane Opossi de Microfinance Solidaire. Quelles sont les modalités d'évaluation des entreprises à impact social et à quelle période ces dernières doivent procéder au renouvellement du label?
Alors, je peux répondre déjà à la deuxième partie de la question qui est la plus facile. Donc, le label est renouvelé, est audité chaque année. Donc, on réalise un contrôle du label chaque année sur l'ensemble des produits labellisés et sur l'ensemble des critères du règlement du label. Donc, le label est contrôlé chaque année à l'aide de notre nouveau système d'information Data Room en ligne, à l'aide. Oui, je vais compléter. On a effectivement un nouveau système d'information en ligne, Data Room, qui nous permet donc de collecter les différentes données et l'audit de renouvellement du label est réalisé sur cet outil-là. Et ensuite, selon les produits, l'audit passe en comité soit en juin, soit en septembre de chaque année. Et donc, vous recevez à l'issue de ces comités-là les renouvellements du label. Ensuite, en ce qui concerne votre première question sur les modalités d'évaluation des entreprises à impact social, je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi la question. Je ne sais pas si vous pouvez la préciser. Bonjour à tous, merci Bonjour. pour cette présentation. En fait, ma première question fait référence au contrôle que vous effectuez sur les entreprises à impact social. Et enfin, j'ai pu voir quand vous utilisez un fichier Excel qui était rempli par les entreprises donc qui a été substitué alors par votre nouvelle plateforme dont vous êtes en train de parler, si je comprends. Oui, c'est ça, D'accord. tout à Et fait. est-ce qu'il faudra attendre Pardon. Est-ce qu'il faudra attendre, que vous nous contactiez pour pouvoir remplir, les documents, donc la plateforme, ou il y a une date, précise à laquelle il faudra le faire? Merci. Tout à fait, effectivement. Merci pour votre question. J'avais effectivement mal compris, mal saisi la première partie de la question. Tout à fait. Donc, chaque année, on effectue donc une collecte de données et avant, il y avait deux cadres Excel qui étaient envoyés, celui pour la collecte de données et celui pour l'audit de renouvellement du label. Actuellement, on travaille sur un processus et sur une procédure unique sur la plateforme dont nous avons parlé. Et donc, on vous recontactera à ce moment-là. Merci. Alors, on a une autre question, Camille, de Geoffroy de Masquereau. Y a-t-il à terme moyen de partager une grille d'évaluation d'impact commune, évolutive bien sûr aux adhérents de Faire Finansol selon la filière sur laquelle l'entreprise se développe? Alors, je pense que c'est une question qui concerne les grilles de candidature. Est-ce que tu veux répondre, Camille, ou j'y réponds? En ce qui concerne les grilles de candidature, elles sont transmises après un premier rendez-vous qui est effectué avec l'équipe label, puisque elles sont transmises à l'issue de ce rendez-vous-là. Si nous arrivons à définir un calendrier de passage en comité pour éviter de aussi remplir des dossiers de candidature qui ne puissent pas servir, notamment sur un passage en comité. Je ne sais pas si tu souhaites compléter. Ma connexion a encore coupé, donc je te fais confiance. Très bien. En tout cas, donc s'il n'y a pas de questions complémentaires, on va pouvoir donc mettre fin à ce webinaire. J'espère que vous avez obtenu les réponses à vos questions et nous vous remercions donc pour votre participation et également donc à Sarah Perrier et Antoine Anctil pour leur précieux apport. Effectivement, le support vous sera envoyé. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne journée. Merci à vous, à très Merci bientôt. à vous. Merci. Merci Antoine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.